L'écho des montagnes, une promesse d'acier de destin. Croyez-vous au destin? Croyez-vous que deux âmes, que tout sépare, la géographie comme le vécu, puissent être inexorablement attirées l'une vers l'autre? Et si le point de départ de cette connexion, de ce destin était la France, cela ne rendrait-il pas l'histoire encore plus singulière? Voici ce qui leur est arrivé. Je m'appelle Amélie Durand, maréchal des logis-chefs dans l'artillerie de montagne de l'armée de terre française. Je suis affectée dans les Alpes, là où le vent glacial souffle en permanence. Mon travail de sous-officier d'artillerie est exigeant. Chaque matin, le service commence avec cette sensation que mes doigts vont geler, une routine devenue presque banale. Le système d'artillerie autopropulsée que nous utilisons, la MX-30 Ofen, est vieillissant et les pannes sont devenues fréquentes ces dernières années. Récemment, lors d'un exercice par 20 degrés Celsius, la tourelle s'est complètement bloquée, forçant toute l'unité à attendre 2 heures dans un froid polaire. Ce genre de problème se répète chaque hiver et le moral des troupes ne cesse de chuter. Depuis le début de la guerre en Ukraine, une tension nouvelle s'est installée. Entre cadres, la question de la fiabilité de notre matériel en conditions réelles de combat revient sans cesse. On ne tiendrait pas 2 jours avec ça, est une phrase que j'entends souvent. La discussion sur le remplacement de nos systèmes d'armes est donc devenue plus concrète que jamais. La Direction générale de l'armement, DGA, a commencé à évaluer plusieurs systèmes étrangers, mais une rumeur persistante mentionne un nouveau système français, le SACNG, système d'artillerie chenillée de nouvelle génération de Nexter. Mon père, le colonel Philippe Durand, est directeur d'un programme d'armement à la DGA en charge de l'évaluation technique. C'est un homme qui a passé 30 ans de sa vie à évaluer du matériel militaire. De par sa nature, il n'est pas du genre à prendre une décision à la légère. Il commence toujours par le doute. Fonctionnera-t-il correctement en milieu montagneux? Est-il interopérable avec les systèmes de données de l'OTAN? L'infrastructure de maintenance est-elle prête? Ce sont des questions qui posent souvent à table. À chaque fois, je ne réponds pas, je me contente d'écouter. Honnêtement, je ne comprends pas toujours la portée de ces interrogations. Pour moi, Nexter est une entreprise française, mais j'ai jamais eu de contact direct avec leurs ingénieurs ni leur technologie. Quand mon père dit le prix semble correct, mais la fiabilité reste à prouver, je ne saisis pas toutes les nuances. Je pense simplement que n'importe quel autre système serait mieux que les problèmes auxquels nous faisons face quotidiennement. Il y a quelques jours, mon chef de corps, le colonel Dubois, m'a contacté. Une délégation de la DGA préparait une réunion technique à Satory, près de Versailles, concernant l'adoption potentielle du SACNG, et j'avais été désignée pour représenter notre unité. Mon expérience directe du matériel sur le terrain avait motivé ce choix. On m'a informé qu'une réunion avec l'équipe technique de Nexter était prévue prochainement. Pour des raisons de sécurité, ni la date exacte ni le nombre de participants n'ont été communiqués. Mais j'ai compris que la sélection s'était concentrée sur le personnel susceptible d'opérer directement le nouveau système. Mon rôle ne serait pas celui d'une simple observatrice. Je devais donner l'avis de l'utilisateur final. C'était ma première participation à une réunion interarmée de cette importance. L'idée que l'autre partie soit le fleuron de l'industrie de défense française rendait la chose à la fois intimidante et excitante. C'était l'occasion de vérifier par moi-même si ce matériel était vraiment adapté à notre environnement. Je voulais voir de mes propres yeux si nous pouvions enfin avoir un équipement fiable. À l'approche de la réunion prévue pour la semaine suivante, j'ai étudié de nombreux documents. Parfois, j'avais du mal à croire que je me trouvais dans cette position. Mais il était évident que le point de vue de quelqu'un qui manipule le matériel sur le terrain était nécessaire. J'espérais, grâce à cette rencontre, pouvoir exprimer clairement les besoins réels de notre unité. À ce moment-là, j'étais loin d'imaginer à quel point cette réunion allait changer ma vie. La réunion commença avec 3 minutes d'avance. En entrant dans la salle de conférence d'un bâtiment de la DGA à Satory, l'atmosphère était presque silencieuse. Nous étions 7, moi y comprise, assis en silence. Du côté de l'armée, la tension était palpable. Personne n'osait prendre la parole en premier. C'est à cet instant que cet homme, Étienne Moreau, entra en ouvrant doucement la porte. Un simple bonjour, un signe de tête, il sortit son ordinateur portable et s'assit. Tout en moins de 10 secondes. Pas de grandiloquence, pas un seul mouvement superflu. Rien que par ses gestes, il inspirait une étrange confiance. Quand on le présenta comme l'ingénieur en chef de Nexter Systems, je n'avais, pour être honnête, aucune attente particulière. J'avais déjà assisté à de nombreuses présentations de ce type. Un intervenant au visage impassible qui fait défiler un PowerPoint et conclut par notre armement est formidable. Je considérais cela comme une formalité commerciale plus que comme un échange technique. Mais cet homme, dès ses premiers mots, avait un ton différent.
Il parlait un français précis, avec un débit constant et mesuré. Actuellement, le SAC NG est en phase de test avancé dans des conditions similaires à celles des Alpes, notamment dans les camps militaires des Pyrénées. Il a passé avec succès des tests de mise en batterie par 25 Greg et a été déployé dans des environnements désertiques, côtiers et montagneux. Ce qui était vraiment surprenant, c'est qu'il n'y avait aucune once de vantardise dans ses paroles. Il semblait simplement énumérer des faits qu'il avait lui-même observés. On sentait qu'il parlait en tant que technicien, transmettant des données réelles. Il avait confiance en son matériel, mais ce n'était pas le genre de confiance qui cherche l'approbation. C'est le premier point qui m'a marqué. Il était sûr de lui, mais sa confiance n'était pas dirigée vers l'extérieur pour quémander une validation. C'était étrangement élégant. Comme si la vérité seule qu'il énonçait était sa propre preuve. Ses mots suivants furent encore plus percutants. En affichant une carte de France sur l'écran, Étienne dit « En France, nous concevons nos systèmes d'armes en partant du principe d'une menace omnidirectionnelle. La précision et la cadence de tir sont importantes, mais le postulat de base est qu'il faut pouvoir tirer n'importe quand, n'importe où. Ce n'est pas seulement une question de performance, c'est une différence fondamentale dans les exigences. » Tirer n'importe quand, n'importe où, je n'avais jamais entendu cette formule. Dans notre armée, quand on parle de fiabilité, on évalue généralement la précision et la durabilité séparément. Mais ce qu'il disait, c'est que les deux étaient indissociables. Dans un environnement où il faut tirer pour survivre, ne pas pouvoir tirer signifie l'impossibilité de survivre. Et ce n'était pas que des mots. Quand il nous montra la vidéo du SAC NG dans la neige par 25 C, faisant pivoter sa tourelle sans la moindre saccade et enchaînant 3 tirs précis, j'en ai eu la chair de poule. Avec notre vieil au fun, nous n'avions presque jamais réussi un tel enchaînement dans ces températures. Ses paroles étaient calmes, mais elles pénétraient mon esprit avec une clarté déconcertante, si organisée d'elle-même. C'était pas une présentation, c'était plus proche d'un briefing opérationnel. On sentait qu'il ne parlait pas de ce qu'il avait appris, mais de ce qu'il continuait de manipuler. C'était étrangement impressionnant, mon cœur ne battait pas la chamade, mais son image s'est gravée dans ma mémoire. L'obusier que nous possédions avait d'excellentes performances théoriques, mais en pratique, il était trop souvent défaillant. Le SAC NG qui décrivait n'était pas une théorie, mais une réalité déjà en action. Pendant la réunion, je crois que j'ai passé plus de temps à l'observer lui que mes notes. Le léger mouvement de ses doigts derrière son ordinateur portable, sa façon de ne répondre que le nécessaire aux questions simples avant de retomber dans le silence, jusqu'à l'inclinaison de sa tête. Tout était précis. Cet homme n'était pas un simple présentateur envoyé par son entreprise, il avait touché ce matériel et sa dernière phrase est restée gravée dans ma mémoire. Cet équipement n'a pas été conçu pour être bon marché. Il a été conçu en partant du principe qu'il devrait réellement combattre. Le taux de survie a donc été notre première considération. Les chiffres, on peut toujours les ajuster. Mais le jour où il doit fonctionner, le critère de conception était « fonctionnera-t-il » En l'écoutant, je me suis demandé ce que cela signifiait de fabriquer des armes dans un pays vivant sous une tension technologique et géopolitique constante. Pour eux, une arme n'était pas qu'un ensemble de chiffres et de spécifications, mais un outil de survie, prêt à être engagé à tout moment. Un équipement conçu dans un tel environnement serait sans aucun doute différent. Quand la réunion s'est terminée, en me levant, j'avais plus la tête lourde de penser que les jambes, c'était la première fois. La première fois qu'en entendant parler d'un équipement, avant même de me demander si je voulais l'utiliser, je me demandais ce que les gens qui l'avaient créé avaient bien pu vivre. Et cet homme, Étienne Moreau, qui en parlait devant moi sans laisser transparaître la moindre émotion, je l'ai trouvé, pour être honnête, assez charismatique. C'était pas une question d'apparence ou d'élocution, mais de la conviction et de la confiance qui émanait de son expérience. J'avais l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui avait déjà résolu les problèmes qui me hantaient au quotidien. Ce jour-là, j'ai compris pour la première fois que ce projet n'était pas un simple achat de matériel, mais qu'il était lié à la question de l'armée que nous voulions devenir. Et au commencement de toutes ces pensées, il y avait un nom, Étienne Moreau. Après la présentation d'Étienne, les questions commencèrent à fuser. Le responsable technique de la DGA, l'ingénieur en chef maçon, posa ses dossiers et demanda « Avez-vous déjà opéré cet équipement personnellement ?» Ou « Vous êtes-vous contenté de compiler des documents pour cette présentation ?» Sa voix était dure, sans inflexion, mais en l'écoutant, on sentait une pointe de provocation. Il semblait convaincu qu'un ingénieur n'avait sûrement jamais utilisé le matériel en conditions réelles. Pour être honnête, je le pensais aussi, la plupart des briefings techniques étaient donnés par des gens sans expérience de terrain, qui ne transmettaient qu'un savoir théorique. Étienne ne changea pas d'expression et leva légèrement la tête. Il répondit calmement « On me pose souvent cette question.
sa voix était égale, sans émotion. Mais pour nous qui l'écoutions, les faits étaient d'autant plus puissants. Comme quelqu'un d'habitué à ce genre de questions, j'ai servi comme officier dans l'artillerie. J'étais affectée dans une unité expérimentale sur le SAC-NG. J'ai de l'expérience en conduite de tir, chargement et maintenance. Je peux gérer l'ensemble d'une séquence de tir réel. Je ne peux pas le piloter car je n'ai pas le permis pour cela. Un silence s'installa dans la salle alors que tout le monde se demandait qui devait réagir. L'ingénieur maçon demanda à nouveau « Vous voulez dire que vous avez vous-même effectué des tirs ?» Étienne hocha la tête. Pas en situation de combat, mais j'ai participé à des campagnes de tir à munitions réelles. Je sais par expérience directe comment l'équipement réagit sur le terrain. À cet instant, je repassais mentalement tout ce qu'il nous avait expliqué. Sa manière de parler, son choix des mots, l'ordre de sa présentation, tout devenait clair. C'était la façon de faire de quelqu'un qui avait touché le matériel, pas de quelqu'un qui l'avait étudié dans des livres. Il a vraiment servi. Je ne pus cacher ma surprise. Dans notre pays, la distinction entre les ingénieurs d'entreprise et les militaires de terrain était très marquée. Les ingénieurs ne connaissaient que la théorie, les militaires que la pratique, mais cet homme avait les deux expériences. Jusqu'à présent, les ingénieurs que j'avais rencontrés parlaient toujours sur la base de données. Théoriquement, cet équipement fonctionne même par 25°7, mais les mots d'Étienne étaient différents. Si un certain phénomène se produit sur la tourelle par 25°, il suffit de prolonger le temps de préchauffage du système hydraulique de 30 à 40 minutes pour le résoudre. C'était une connaissance issue de l'expérience. Cet homme citait des chiffres, mais il savait aussi comment il se traduisait dans la réalité. Pour nous qui l'écoutions, la différence était énorme. Cet homme n'avait pas simplement mémorisé des spécifications, il avait réellement manipulé cette arme. Je passais plus de temps à regarder son visage que mes documents. Son expression légèrement pensive à chaque question, le processus par lequel il trouvait la réponse exacte, sa façon d'expliquer en pointant les données du doigt, tout témoignait d'une confiance née de l'expérience réelle. Ce n'était ni une explication, ni un rapport. Il racontait simplement ce qu'il avait vécu. Je ne savais pas pourquoi cela résonnait si fort en moi, mais chacune de ces paroles restait gravée dans ma mémoire. L'ingénieur principal de notre équipe d'évaluation technique, André Lefebvre, posa une question. « Vous affirmez que le système électronique fonctionne de manière stable à 30°. A-t-il été réellement testé dans un tel environnement ?» Étienne réfléchit un instant puis répondit « Oui, nous l'avons expérimenté lors d'un exercice hivernal dans les Pyrénées. À 28°, le système de préchauffage de la batterie a fonctionné normalement. Cependant, la température de 30°C n'a été testée qu'en environnement simulé. C'était une réponse honnête. Sa capacité à distinguer l'expérience réelle de la simulation inspirait confiance. C'était le genre d'honnêteté que l'on ne voyait jamais dans les briefings habituels. Au moment où j'ai compris qu'Étienne n'était pas un simple technicien, quelque chose a clairement basculé en moi. Ma perception a changé. Cet homme était différent de tous ceux que j'avais imaginés. Il n'était pas venu pour vendre un produit, mais c'était quelqu'un qui avait vécu dans sa chair les limites et le potentiel de cet équipement. Et pour être franche, je trouvais ça vraiment impressionnant. Le fait qu'il ait déjà connu et trouvé des solutions aux problèmes qui nous préoccupaient le rendait fascinant. Vers la fin de la réunion, Étienne conclut sobrement « Cet équipement n'est pas parfait, toute machine a ses limites. Cependant, comme il a été conçu en pensant au combat, la probabilité qu'il fonctionne dans des conditions extrêmes est élevée. C'est tout ce que je peux vous dire. » À cet instant, j'ai eu la certitude que cet homme était authentique. Au lieu de promesses publicitaires exagérées et de spécifications parfaites, il reconnaissait les limites et les points forts de manière réaliste, ce qui inspirait confiance. Quand la réunion fut terminée et que tout le monde se levait, j'ai suivi Étienne dans le couloir. Je voulais lui poser d'autres questions, mais rien de précis ne me venait à l'esprit. Je voulais juste parler davantage avec lui. Il se tourna vers moi et demanda « Vous avez des questions ?» J'ai hésité un peu, puis j'ai demandé franchement, vous avez vraiment servi comme militaire alors que vous travaillez maintenant pour une entreprise privée? Il hocha la tête avec un léger sourire. Oui, c'est exact. Chacun suit sa propre voie, mais je voulais continuer à travailler avec ce même équipement. La réponse était simple, mais sincère. Et étrangement, pour moi, c'était la réponse la plus importante. La réunion terminée, c'était l'heure de ranger, alors que nous vérifions les documents et les listes de matériel et que tout le monde sortait dans le couloir. Étienne s'est approché de moi. Vous aviez l'air d'avoir beaucoup de questions. Si vous êtes disponible maintenant, que diriez-vous d'en discuter un peu ?
Nous nous sommes donc retrouvés assis face à face dans une petite salle de réunion à l'écart. L'espace clos rendait l'atmosphère beaucoup plus calme. Il était toujours assis droit et j'ai pris la parole en premier sans même m'en rendre compte. Pour être franche, je me sens très étrange. Jusqu'à présent, quand je parlais de canon, personne autour de moi ne comprenait vraiment. Mes amis d'école, dès que j'aborde le sujet de l'armée, ils écoutent poliment avant de changer de sujet. Si je leur parle du tube ou de la culasse, ils n'ont aucune idée de ce dont il s'agit. Pendant que je parlais, Étienne souriait et hochait légèrement la tête sans jamais m'interrompre. C'était étrangement réconfortant. Son hochement de tête, comme s'il comprenait parfaitement mes paroles, était la première forme de validation que je ressentais. Mais aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu l'impression que le courant passait, vraiment. Le fait de pouvoir parler de comment un canon bouge, de sa réaction quand le mécanisme gèle, et que vous compreniez immédiatement, c'était incroyable. Étienne réfléchit un instant, puis dit doucement « c'est la même chose pour moi ». Si vous veniez à notre centre d'essai, vous ressentiriez encore plus cette sensation. La plupart des gens qui travaillent dans les unités d'artillerie savent de quoi on parle sans même avoir besoin de mots. Ce sont des gens qui ont suivi le même entraînement, qui ont connu les mêmes galères en hiver. En entendant ces mots, j'ai simplement hoché la tête. L'ambiance était telle qu'il n'y avait plus besoin de rien ajouter. La conversation avait été brève, mais j'avais l'impression que nous avions partagé énormément de choses. C'était une première pour moi. Même à l'armée, la plupart des conversations étaient d'ordre professionnel. Il était rare de partager nos expériences de cette manière. Étienne regarda un instant par la fenêtre, puis dit « Vous disiez que personne ne vous comprenait dans votre entourage. Alors pourquoi ne pas venir voir par vous-même? Pas seulement pour voir le matériel, mais aussi pour rencontrer les gens qui l'utilisent. » J'ai été honnêtement surprise par sa proposition. Je n'avais jamais envisagé de me rendre sur un site industriel, mais à cet instant, sa proposition m'a semblé incroyablement séduisante. L'idée de voir de mes propres yeux ce monde dont il parlait, cet espace où tout le monde se comprend, a germé en moi. Est-ce que ce serait possible? De notre côté, il n'y aurait probablement pas d'objection. Étienne hocha la tête, nous pouvons envoyer une invitation officielle de notre part sous le prétexte d'une consultation de l'utilisateur final. Je lancerai la procédure dès mon retour. En entendant ces mots, je me suis sentie étrangement légère. Bien que je ne connaisse presque rien de ce milieu industriel, une forte envie de m'y rendre m'envahissait. Ce n'était pas de la simple curiosité, mais un désir de voir de mes propres yeux le monde qu'il décrivait. En se levant, Étienne ajouta « Ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, pour moi aussi, c'était juste un travail et ça reste une extension de mon travail. Mais si vous comprenez dans quel environnement cet équipement est né, cela vous aidera à comprendre pourquoi il a été conçu de cette manière. » J'ai hoché la tête. C'est vrai que cette question me taraudait. Je voulais vraiment connaître le contexte de création de cette arme, plus réaliste et efficace que tout ce que j'avais vu jusqu'à présent. Quelques jours plus tard, une note de service interne a été diffusée pour décider du personnel de l'équipe qui serait envoyé en mission chez Nexter. Il s'agissait de sélectionner parmi les opérateurs expérimentés d'artillerie autopropulsée une personne pour l'évaluation technique et la coopération sur l'interface. Avant même qu'on ne demande des volontaires, j'avais levé la main. J-Ray. Le silence se fit dans la salle de réunion. Le colonel Dubois me regarda un instant, puis dit « Durand, vous êtes sérieuse? Il est possible que vous deviez rester là, bas pendant un mois. » Sans hésiter, j'ai hoché la tête. « Oui, mon colonel, je suis sérieuse. Je veux vérifier sur place par moi-même. » Le colonel Dubois m'a regardé un moment, puis a acquiescé. « D'accord, allez-y et examinez bien cet équipement. » Rien ne vaut une vérification directe de son fonctionnement dans son environnement d'utilisation. Cet après-midi-là, j'ai annoncé la nouvelle à Étienne. Nous nous sommes croisés par hasard dans un couloir. Sans montrer de surprise, il hocha la tête. Je pars pour Satori. J'ai été choisie. Je me suis portée volontaire. Étienne m'a regardé un instant, puis a souri. C'était l'expression la plus chaleureuse que j'avais vue sur son visage. Je vous attendrai, je vous guiderai personnellement. En entendant ces mots, je me suis sentie étrangement excitée. J'avais le pressentiment que ce ne serait pas une simple visite professionnelle, mais une expérience bien plus spéciale. Ce soir-là, de retour chez moi, j'ai fait des recherches sur la région parisienne sur Internet. Des images de Paris, sa tension urbaine et le fait que c'était le cœur d'un pays à l'économie puissante. J'ai vérifié les informations de base. Mais ce qui me venait à l'esprit plus vivement que les textes ou les photos, c'était la façon de parler et les expressions d'Étienne. Étrangement, bien que je ne connaisse presque rien de ce monde, une forte envie de m'y rendre m'habitait.
Ce n'était pas de la simple curiosité, mais le désir de vivre par moi-même ce monde où le courant passe dont Étienne avait parlé. Le fait d'avoir rencontré pour la première fois quelqu'un qui comprenait vraiment ce que je disais était une expérience vraiment spéciale pour moi. Allongée dans mon lit, les yeux fixés sur le plafond, je pensais, dans un mois, je serai là-bas. Quelles expériences vais-je y vivre? Quelles personnes vais-je rencontrer? L'excitation et la nervosité se mêlaient. Mais au milieu de toutes ces émotions, la plus forte était l'impatience de revoir Étienne. Le monde qu'il m'avait montré, les histoires qu'il m'avait racontées tournaient en boucle dans mon esprit. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais vraiment hâte de partir en mission. Dès la sortie de la gare, l'ambiance a radicalement changé. Il faisait vraiment froid. L'air était lourd, me fouettait le visage et j'avais l'impression que ma respiration ralentissait. Le bout de mes doigts serrant la sangle de mon sac semblait se figer et j'ai même eu la sensation que mes cils gelaient en clignant des yeux. Étienne attendait devant le hall d'arrivée, vêtu d'une doudoune noire, un bonnet de couleur assorti enfoncé sur la tête. Il a immédiatement ouvert le coffre de sa voiture en me voyant sortir. Nos regards se sont croisés, il a souri légèrement et a dit « Amélie, bienvenue, le voyage a été long, vous devez être fatiguée. C'est le jour le plus froid de l'hiver. Pour les tests, les conditions sont idéales. » À ces mots, j'ai répondu en souriant « Oui, c'est vrai, il fait plus froid que dans nos Alpes. Le temps est parfait pour tester le matériel. » Les yeux d'Étienne se sont illuminés. Il fait froid dans les Alpes, mais que vous trouviez qu'il fait plus froid ici est impressionnant. Cela me donne encore plus confiance. Je vais pouvoir vous montrer que notre sac NG fonctionne sans problème, même par ce temps. Une fois dans la voiture, un silence un peu gênant s'est installé, puis Étienne a demandé avec précaution si cela ne vous dérange pas. Vous appelez maréchal des logis-chefs, Durand est un peu long et formel, puis-je vous appeler Amélie? La question était inattendue mais étrangement agréable, bien sûr, et je vous appellerai Étienne. Le visage d'Étienne s'est éclairé. Merci. En fait, les grades sont un peu difficiles à utiliser en permanence, alors puis-je être encore plus familier, pourrions-nous nous tutoyer? Je pense que la conversation sera plus simple si nous sommes plus proches. Mon cœur a eu un soubresaut. Personne ne m'avait jamais proposé cela aussi rapidement, surtout dans un contexte professionnel. Mais étrangement, je n'ai ressenti aucune gêne. Le tutoiement? D'accord, personne ne me parle comme ça habituellement. Même mes amis m'appellent simplement Amélie, donc c'est nouveau et agréable. Étienne. L'expression d'Étienne s'est encore éclaircie. Alors je t'appellerai Amélie et nous nous tutoierons. Nous pourrons parler plus librement. À partir de cet instant, l'atmosphère entre nous a radicalement changé. C'était plus léger, plus proche et le début d'une conversation plus authentique. L'intérieur de la voiture était chaud, mais on sentait l'air glacial de l'extérieur. Par la fenêtre, un paysage inconnu défilait. En quittant la ville, les installations militaires se faisaient plus nombreuses. Étienne a demandé doucement « Amélie, c'est ta première visite ici, n'est-ce pas? Qu'en penses-tu » Sa voix, utilisant mon prénom et le tutoiement, réchauffait étrangement mon cœur. C'est inconnu, mais étrangement familier. En voyant les installations militaires, j'ai l'impression que c'est très similaire à chez nous. On sent la même tension, le même agencement organisationnel. Étienne a hoché la tête. Finalement, les militaires voient les choses de la même manière partout dans le monde. Les civils ne voient que des bâtiments, mais toi, tu déchiffres immédiatement leur signification militaire. Chaque fois qu'il prononçait mon nom, la distance entre nous semblait se réduire un peu plus. Cette sensation était étrangement agréable. J'ai entendu dire que tu avais été militaire aussi, Étienne. Comment es-tu arrivé à faire ce travail? Étienne, tenant fermement le volant, a répondu « J'ai découvert le sac NG quand j'étais à l'armée. C'est là que j'ai compris à quel point cet équipement était crucial. » Après avoir quitté l'armée, je voulais continuer à travailler avec... alors j'ai postulé dans cette entreprise, c'était pas juste un métier, c'était une sorte de vocation. Ces paroles m'ont profondément touchée. Je comprenais que la passion pour un travail puisse dépasser le simple cadre professionnel. C'est pareil pour moi, je n'ai pas commencé ce travail juste pour gagner ma vie. C'était pour défendre notre pays, ce qui lui donnait plus de sens. Étienne m'a jeté un regard chargé d'une profonde compréhension. Nous sommes vraiment similaires, Amélie. Sa voix, mêlant mon prénom et le tutoiement, a fait battre mon cœur. C'était plus que de la familiarité, c'était le sentiment de devenir quelqu'un de spécial. Nous sommes arrivés au polygone de tir de Satori en 1 heure environ et les essais ont commencé immédiatement. Tir statique, tir en mouvement, tir en rafale, chargement automatique.
Tout le processus s'est déroulé dans un calme impressionnant. À un moment, j'ai observé une séquence de tir en rafale dans un environnement où la température dépassait les 20 degrés C. Quand les 3 obus ont atteint leur cible avec une précision parfaite, je n'ai pas pu cacher mon admiration. C'est incroyable. Notre Ofen a souvent des problèmes dès le 2e tir à cette température. Étienne a répondu les yeux pleins de confiance. C'est précisément l'aspect le plus important que nous ayons pris en compte lors du développement du SACNG. Créer un équipement qui ne s'arrête jamais, quelles que soient les conditions. Pour nous, c'était une question de survie. J'ai profondément compati à ces paroles. Exactement. Si l'arme ne fonctionne pas, des gens meurent. C'est tout ce qui compte. Le regard d'Étienne est devenu encore plus profond. Absolument, Amélie, c'est pas juste une machine, c'est un outil de survie. La France est un pays où la guerre peut reprendre à tout moment. Cette réalité se reflète dans la conception de notre matériel. Le tutoiement et l'usage de mon prénom rendaient nos conversations de plus en plus profondes. C'était comme si nous nous comprenions comme de vieux amis. Les tests ont duré plusieurs jours et pendant les trajets, j'ai eu de nombreuses autres conversations avec Étienne. Un jour, il m'a demandé à brûle-pourpoint, Amélie, pourquoi as-tu choisi l'artillerie ? Il y avait beaucoup d'autres spécialités. La question dépassait la simple curiosité. Elle traduisait un véritable désir de me connaître. Depuis toute petite, je suis fascinée par les engins lourds. La vision de ces mastodontes de fer en mouvement m'inspirait un sentiment de puissance et de stabilité. Je pensais que l'artillerie était le domaine où cette fascination était poussée à son paroxysme. Et surtout, la satisfaction de voir cette puissance se traduire par une frappe précise est immense. Les yeux d'Étienne se sont illuminés, c'était pareil pour moi. Enfant, je jouais avec des maquettes de grands chars et d'obusiers autopropulsés, et cette sensation ne m'a jamais quittée. Le processus d'apprentissage du contrôle de cette puissance et de son application précise était vraiment fascinant. À cet instant, un lien encore plus profond semblait se créer entre nous. Nous dépassions la simple relation de travail pour devenir 2 personnes qui se comprenaient vraiment. Étienne a continué, je me suis engagée comme volontaire. J'ai demandé l'artillerie et j'ai été affectée à l'unité où j'ai découvert cet équipement. Je l'ai entretenu, contrôlé et j'ai même tiré avec. Lors des entraînements de chargement par 25 degrés C, si on enlevait les gants pour toucher un obus, les doigts risquaient de rester collés. Mais on continuait. Parce qu'en situation réelle, il faut le faire dans des conditions encore pires. En écoutant son histoire, j'étais en totale empathie. Oui, moi aussi. Une fois, mes doigts étaient si gelés que je n'arrivais pas à saisir correctement le levier de chargement. Mon chef de section m'a dit « En situation réelle, il faut le faire, même si tu n'as plus de doigts ». Je n'ai jamais oublié ces mots. Le regard d'Étienne a changé, une profonde compréhension, comme s'il retrouvait un vieux camarade de combat, se lisait dans ses yeux. Nous avons vécu la même chose, Amélie, pays différents, équipements différents, mais nous avons vécu les mêmes moments. Ces mots m'ont serré le cœur. J'avais l'impression d'avoir rencontré quelqu'un qui comprenait exactement ce que je ressentais. C'était une première. Étienne, normalement, je ne parle de ça à personne. Je me dis que personne ne peut comprendre. En France, on nous voit juste comme des militaires. Étienne a hoché la tête en disant « Moi non plus, je ne parle pas beaucoup de ça. Surtout en dehors du milieu, personne ne comprend. Et encore moins de gens qui peuvent compatir. » Mais aujourd'hui, c'est un peu étrange. J'ai l'impression pour la première fois que le courant passe, Amélie. À cet instant, j'ai senti qu'un lien spécial était né entre Étienne et moi. C'était quelque chose qui dépassait la simple relation professionnelle. Une relation spéciale où l'on se comprend jusqu'au plus profond de soi. Le dernier jour des tests, alors que nous étions au milieu de la maintenance de l'équipement dans le hangar, Étienne m'a soudainement appelé près du canon. Si ça te dit, on fait un tour, je conduis. Je n'ai pas le permis, mais ici c'est un terrain privé, donc il n'y a pas de problème. Je suis habituée à le manœuvrer. Une émotion particulière brillait dans le regard d'Étienne. Ce n'était pas une simple opposition, mais le désir de partager avec moi quelque chose qui lui était cher. J'ai parfaitement compris le sens de sa proposition. Vraiment, bien sûr, j'adorerais. Ma voix était pleine d'enthousiasme. Satisfait de ma réaction, Étienne a souri. Je suis montée sur l'engin et me suis assise. Au moment de boucler ma ceinture et de mettre le casque, j'ai entendu la voix d'Étienne directement dans mes oreilles. Tu m'entends bien ? La voix d'Étienne semblait plus proche que jamais, comme s'il me murmurait à l'oreille. Mon cœur s'est mis à battre étrangement. Oui, je t'entends parfaitement. Je commence à avancer. Ça risque de vibrer, alors tiens-toi bien.
Pendant que nous faisions le tour du polygone, le paysage extérieur ne changeait guère, mais dans ma tête, tout bougeait. Être sur cet engin en mouvement était bien plus significatif que je ne l'imaginais. Le fait de partager directement l'amour et la fierté qu'Étienne ressentait pour cet équipement rendait ce moment spécial. Quand la manœuvre s'est terminée et que l'engin s'est arrêté, je suis descendue sans un mot. Étienne est sorti du poste de pilotage. En enlevant ses gants, il a demandé doucement. « Alors, ce petit tour ?» Sa question contenait plus que de la simple curiosité. C'était comme s'il demandait « Je t'ai partagé quelque chose qui m'est précieux, qu'en as-tu pensé ?» J'ai simplement souri et dit « C'était encore mieux que ce que j'imaginais et sécurisant, comme être avec quelqu'un de confiance. » À ma réponse, les yeux d'Étienne se sont illuminés. Nous savions tous les deux que ces mots n'étaient pas qu'une simple évaluation de l'équipement. Le programme final de test s'est terminé plus tôt que prévu. Étienne a pris l'initiative de me parler. « Que dirais-tu d'aller à Paris ?» On pourrait aller dans un quartier ancien comme Montmartre ou un endroit avec une vue sur la ville illuminée. Sa proposition contenait le désir de passer plus de temps avec moi en dehors du travail. Je pouvais sentir son intention et je ressentais exactement la même chose. Nous sommes entrés dans un petit salon de thé à Montmartre. En ouvrant la porte, une clochette a tinté et la propriétaire assise au fond s'est immédiatement levée. Un thé bien chaud pour vous. Vous avez dû avoir bien froid aujourd'hui. Sa voix était douce, ses explications attentionnées. Tout en écoutant le son du thé chaud versé de la théière, j'observais l'intérieur du salon. Assise en face d'Étienne, je me sentais étrangement nerveuse. Jusqu'à présent, nous ne nous étions vus que dans un cadre professionnel, mais être face à face dans un lieu aussi calme changeait complètement l'atmosphère. En versant le thé, Étienne a demandé « Amélie, c'est la première fois que tu viens dans un salon de thé traditionnel français comme celui-ci, n'est-ce pas? Comment trouves-tu » L'ambiance est vraiment agréable. En Savoie, nous avons aussi des cafés traditionnels, mais il y a peu d'endroits où l'on ressent un tel calme. Étienne a souri. Son sourire semblait encore plus chaleureux qu'avant. Quand j'étais à l'armée, je cherchais souvent des endroits calmes comme celui-ci pendant mes permissions. C'était le seul espace où je pouvais m'échapper un peu du bruit du champ de tir et de la tension de l'unité. Ces paroles ont trouvé un écho profond en moi. Moi aussi, j'étais toujours à la recherche d'espaces calmes. Moi aussi. Dans les Alpes, je cherchais souvent des petits chalets isolés dans la forêt. La vie militaire est une succession constante de bruit et de tensions. On a besoin d'un espace de calme. Le regard d'Étienne s'est adouci. Nous avons vraiment beaucoup de points communs, Amélie. Je l'ai senti dès notre première rencontre. Ces mots m'ont réchauffé le cœur. C'était la première fois que je sentais que quelqu'un me comprenait si profondément. Étienne, pour être honnête, dès notre première rencontre, je t'ai trouvé étrange. Normalement, quand je parle avec des gens que je ne connais pas, je sens une sorte de barrière, mais avec toi, il n'y en avait pas. C'était confortable, comme avec un vieil ami. Un sourire s'est dessiné sur le visage d'Étienne. J'ai ressenti exactement la même chose. D'habitude, dans ce genre de réunion de travail, on n'échange que des banalités, mais avec toi, dès la première conversation, c'était différent. C'était comme rencontrer quelqu'un qui partageait la même expérience et le même regard. J'ai soulevé ma tasse et bu une gorgée de thé. Le thé chaud réchauffait mon corps et semblait faire fondre mon cœur en même temps. Étienne, comment était la vie militaire pour toi? C'est très différent des chasseurs alpines. Étienne a posé sa tasse et s'est plongé un instant dans ses pensées. La France n'est pas un pays en paix, mais un pays en état d'alerte permanent. Donc, la vie militaire n'était pas un simple entraînement, mais une préparation au réel. Il y avait toujours cette tension, l'idée que tout pouvait recommencer n'importe quand. Tout en compatissant à ces paroles, je sentais la différence avec mon expérience. Pour nous, c'est différent. En tant que membre de l'OTAN, le concept de défense collective est fort et nous nous concentrons davantage sur l'entraînement et le soutien que sur la situation de combat réel. Mais récemment, avec les tensions à l'Est, l'atmosphère a beaucoup changé. Étienne a hoché la tête. Finalement, je pense que l'essence du militaire est la même. Quel que soit le pays, nous existons pour protéger notre nation et nos concitoyens. J'étais en profond accord avec ces paroles. Et une question m'est venue à l'esprit. Étienne, pourquoi es-tu si fier du SACNJ? C'est pas seulement parce que c'est une bonne arme, j'ai l'impression qu'il y a une signification plus profonde. Le regard d'Étienne est soudainement devenu plus intense. Après un court silence, il a dit d'une voix sérieuse « Le SACNJ n'est pas juste une arme. C'est le symbole de la volonté de la France de se défendre par elle-même. Autrefois, la France importait beaucoup de son matériel militaire. Mais le SACNJ, nous l'avons développé, conçu et fabriqué nous-mêmes. Et ce, au plus haut niveau mondial.
La fierté était palpable dans la voix d'Étienne. Un seul obusier autopropulsé ne décide pas de l'issue d'une guerre, mais c'est la preuve que nous pouvons décider de notre propre destin. La preuve que nous pouvons nous protéger avec notre propre technologie sans l'aide d'autres pays. En écoutant son histoire, j'ai été profondément impressionnée. Pour Étienne, le sac NG n'était pas un simple système d'armes, mais le symbole de la fierté et de l'indépendance nationale. En comprenant cette signification profonde, je comprenais mieux sa passion. C'est vraiment incroyable. La France a une industrie de défense développée, mais je n'avais jamais ressenti une telle fierté nationale. Cela dépasse le simple fait de fabriquer un bon produit. Étienne a hoché la tête avec un léger sourire. Oui, c'est pourquoi je considère ce travail non pas comme un simple métier, mais comme une vocation. Notre histoire et notre avenir y sont contenus. À mesure que la conversation s'approfondissait, la personne d'Étienne me semblait de plus en plus spéciale. C'était pas un simple technicien, mais un homme avec des convictions et des valeurs claires. Étienne, c'est la première fois que je rencontre quelqu'un qui a une signification aussi profonde pour son travail. Je pense que tu es quelqu'un de vraiment spécial. Ces mots m'ont échappé, mais le visage d'Étienne a légèrement rougi. Tu es trop gentille. Je ne fais que suivre ce en quoi je crois. Nous avons fini notre thé et sommes restés un moment en silence. Mais ce silence n'était pas gênant. Au contraire, il était confortable. Un moment où la simple présence de l'autre suffisait. En sortant du salon, après avoir remercié, la propriétaire a dit en souriant « Le printemps à Paris est magnifique, bien plus doux que l'hiver. La prochaine fois, revenez au printemps. » Ces mots sont restés étrangement gravés dans mon esprit. Ce n'était pas une simple formule de politesse, il y avait un poids derrière. Comme si elle souhaitait vraiment que nous revenions. À partir de ce moment, mes pensées ont commencé à vaciller. Ensuite, ce fut la Tour Eiffel. Nous nous y sommes rendus en voiture. La température avait baissé, mais le vent n'était pas si fort. Depuis l'ascenseur, la vue s'est soudainement ouverte. Paris s'étendait à perte de vue, les routes étaient organisées et les lumières des bâtiments scintillaient. En regardant cela, j'ai ressenti une chose très clairement, ce pays est fondé sur l'ordre. Une ville où les gens se cèdent l'espace, où tout est organisé sans être détruit. Étienne me regardait depuis un coin de la plateforme d'observation. Alors, la vue de Paris la nuit, c'est magnifique, n'est-ce pas ? C'est très différent de nos villes de montagne, plus dynamique, plein de vie, et pourtant, c'est pas désordonné, c'est comme un organisme vivant. Les yeux d'Étienne se sont illuminés. Tu as un sens de l'observation très aiguisé, Amélie. Beaucoup d'étrangers ne voient Paris que comme une ville bondée, mais toi, tu y as trouvé l'ordre et l'harmonie. Ces mots m'ont fait plaisir. Le fait qu'Étienne reconnaisse ce que j'avais vu rendait ce moment encore plus spécial. La vue depuis le sommet de la tour était silencieuse. Bien que ce soit une ville, il n'y avait pas de bruit. Et j'avais le sentiment que je pouvais rester là sans bouger. Étienne s'est approché de moi et a dit doucement « La rivière que tu vois là, c'est la Seine. Elle traverse Paris et a une signification spéciale pour les Français. Même si la ville se développe, la rivière continue de couler immuable. Comme notre histoire. » Ces mots semblaient porteurs d'une signification profonde et une question m'est venue à l'esprit. Étienne, tu as grandi dans une ville comme celle-ci. En tant que militaire, tu as dû voyager beaucoup. Étienne a secoué la tête. Non, je suis née dans un village isolé en pleine campagne. Avant d'entrer à l'armée, je n'étais venue à Paris que quelques fois. J'ai beaucoup déménagé pendant ma vie militaire et ce n'est qu'après avoir quitté l'armée que je me suis installée à Paris. C'était une réponse inattendue. Je pensais qu'Étienne était un citadin raffiné. Alors, tu préfères la vie à la campagne ou la vie en ville ? Étienne a réfléchi un peu, puis a répondu j'aime les deux. La ville est pleine de vie et d'opportunités, mais la campagne est calme et authentique. Parfois, ce calme me manque. J'ai compati à ses paroles. Moi aussi, j'avais grandi dans un village tranquille des Alpes. C'est pareil pour moi. Ayant grandi à la campagne, je trouve parfois que le bruit de la ville est trop oppressant. Dans ces moments-là, la forêt et les montagnes me manquent. Les yeux d'Étienne se sont illuminés. Encore un point commun, Amélie. Au moment où nos regards se sont croisés, mon cœur a étrangement bondi. Un court instant, mais un sentiment de communion. Étienne a demandé doucement « Quand tu retourneras dans les Alpes, est-ce que cet endroit te manquera ?» Je savais que sa question n'était pas de la simple curiosité. Elle contenait une signification plus profonde. Oui, je pense que oui. J'ai hésité un peu, puis j'ai dit honnêtement, et surtout, tu me manqueras, Étienne. Au moment où j'ai prononcé ces mots, j'ai senti mon cœur battre plus vite. Exprimer mes sentiments si directement ne me ressemblait pas. Mais je ne le regrettais pas.
Le regard d'Étienne s'est approfondi, un sourire s'est dessiné sur ses lèvres, le sourire le plus chaleureux que j'avais jamais vu. Moi aussi, Amélie, tu manqueras beaucoup quand tu ne seras plus là. Ça fait très longtemps que je n'ai pas rencontré quelqu'un avec qui le courant passe aussi bien. À cet instant, un silence spécial s'est installé entre nous. Ce n'était pas un silence gênant, mais un moment de compréhension parfaite où les mots étaient superflus. Nos regards suffisaient. Debout à côté de lui, je pensais, cette personne me comprend, nous avons vu les mêmes choses, je n'ai pas besoin de lui expliquer. C'est l'une des rares personnes avec qui c'est le cas. Mais je dois rentrer. Là où est ma place, mon travail. En rentrant, les rapports et le travail m'attendaient. Je le savais en venant. Mais c'était la première fois que je souhaitais que le temps s'arrête. Pour être plus précise, l'idée de pouvoir rester ici avec cette personne m'est venue pour la première fois de manière si concrète. Quand Étienne a doucement touché ma main, j'ai senti sa chaleur se répandre dans tout mon corps. Un contact bref, mais dont la signification est restée longtemps. Demain, c'est le dernier jour. La voix d'Étienne était teintée de regret. Oui, c'est vrai. Je n'arrive pas à croire que je dois déjà partir. Étienne a réfléchi un peu, puis a dit demain soir, j'aimerais t'inviter dans un endroit un peu spécial, si tu es d'accord. À sa proposition, j'ai répondu sans hésiter, bien sûr, n'importe où me va. Les yeux d'Étienne se sont illuminés. D'accord. Alors, à demain soir, Amélie. Sur le chemin du retour, je n'arrêtais pas de repenser à nos conversations et aux moments de la journée. Chaque instant passé avec Étienne était spécial et j'étais impatiente d'être à demain, tout en ayant le cœur serré à l'idée de devoir bientôt partir. Cette nuit-là, avant de m'endormir, je pensais ce voyage n'était pas une simple mission de travail. C'était un voyage avec une signification bien plus grande. Et au centre de tout ça, il y avait Étienne. C'était la première fois qu'aucun mot n'était nécessaire. Le dernier soir, je devais dîner avec Étienne. C'était la première fois que nous nous voyions officiellement tête à tête. Jusqu'à présent, tout s'était déroulé dans le cadre du travail ou d'un programme et je pensais que ce n'est qu'une fois tout cela terminé que nous pourrions enfin nous retrouver tranquillement. Cependant, cet après-midi-là, j'ai reçu un message d'Étienne. Pour ce soir, si ça ne te dérange pas, que dirais-tu de dîner avec ma famille ? Mes parents sont disponibles ce soir, alors je me suis dit que ce serait une bonne idée de dîner tous ensemble. J'ai hésité un instant, je n'étais pas habituée à ce genre de situation et je me demandais si c'était pas un peu prématuré, mais étrangement, je n'ai ressenti aucune réticence. L'idée que ce serait bien m'est venue en premier et j'ai immédiatement répondu « oui, avec plaisir ». En choisissant mes vêtements à l'hôtel, je me suis demandé quelle est la signification de rencontrer ses parents. Normalement, dans les relations professionnelles, cela n'arrive pas. Cela devait avoir une autre signification. J'ai choisi ma tenue la plus correcte et me suis préparée avec plus de soin que d'habitude. Étienne m'attendait dans le hall de l'hôtel. Il portait une tenue un peu plus formelle que d'habitude et ses cheveux étaient bien coiffés. En me voyant, son visage s'est illuminé. « Amélie, tu es magnifique. Tu aimes la cuisine française ?» ?»« Oui, bien sûr. Le repas d'hier était délicieux. » Étienne a hoché la tête avec un léger sourire. « Aujourd'hui, je t'emmène dans un restaurant encore plus spécial. Mes parents sont vraiment impatients. » En montant dans la voiture, j'ai commencé à me sentir nerveuse. Des personnes que je n'avais jamais rencontrées dans un pays inconnu. De plus, les parents d'Étienne, ce qui rendait la chose encore plus spéciale. Qu'as-tu dit à tes parents à mon sujet ? Étienne, en conduisant, a souri légèrement. Je n'ai dit que la vérité, que tu es une sous-officier venue des Alpes, très compétente et sérieuse dans son travail, et que tu es la personne avec qui j'ai le plus de facilité à communiquer parmi toutes celles que j'ai rencontrées. En entendant ces mots, mon cœur s'est réchauffé. J'étais heureuse qu'Étienne pense cela de moi. Le restaurant était un établissement français calme et élégant, avec des tables en alcôve, une musique classique discrète flottait dans l'air. Les parents d'Étienne étaient déjà arrivés. En les saluant, voyant ma nervosité, sa mère m'a immédiatement fait signe de la main en disant « Ah, bienvenue, nous étions si impatients de vous rencontrer, sachant que vous veniez de si loin. Oh là là, mais vous allez si bien ensemble, tous les deux. » À ces mots, mon visage a rougi. Étienne semblait un peu embarrassé, mais on pouvait lire la joie dans ses yeux. Son père a hoché la tête et a dit calmement « Dès le premier contact, votre façon de parler et votre attitude mettent les gens à l'aise. Ce genre de personne est rare. Mon fils et vous devez bien vous entendre. » En entendant ces mots, j'ai baissé la tête, mais j'ai senti que mon visage arborait un sourire sincère. C'était pas forcé, c'était juste que ce moment me rendait si heureuse que l'expression est venue naturellement. La mère d'Étienne, en observant, a dit
c'est la première fois que notre Étienne nous présente une amie étrangère. Et qui plus est, une femme. Vous devez être quelqu'un de vraiment spécial pour lui. À ces mots, Étienne, un peu paniqué, est intervenu. « Maman, ne dis pas ça, tu vas mettre Amélie mal à l'aise. » Mais je ne me sentais pas du tout mal à l'aise. Au contraire, j'étais heureuse. Le fait d'être quelqu'un de spécial pour Étienne me comblait de joie. Pendant le repas, le père d'Étienne a demandé « Dans l'armée française, les femmes militaires sont de plus en plus nombreuses, mais c'est encore un phénomène relativement nouveau. » Oui. En France, la féminisation est en marche. Aujourd'hui, les femmes représentent environ 6% des effectifs militaires et elles sont présentes dans les unités de combat. Le père d'Étienne a hoché la tête avec admiration. C'est remarquable. Pour être maréchal des logis-chefs dans l'artillerie de montagne, vous devez être une femme de caractère. Étienne a dit avec fierté, Amélie est vraiment excellente, sa compréhension du matériel est profonde, son expérience de terrain est riche et elle a compris notre SACNG très rapidement. En entendant ces mots, mon cœur s'est réchauffé. J'étais si heureuse qu'Étienne ait une si haute opinion de moi. La mère d'Étienne m'a soudainement demandé « Amélie, comment trouvez-vous la France? C'est très différent des Alpes, n'est-ce pas ?» Oui, c'est très différent. Mais étrangement, je m'y sens bien. Le fait que les gens respectent l'ordre, la culture de l'attention portée aux autres. Et surtout, la nourriture est vraiment délicieuse. La mère Harry d'un air ravi. Je suis si heureuse que notre pays vous plaise. La prochaine fois, il faudra rester plus longtemps. Étienne vous montrera bien d'autres endroits en France. À ces mots, nos regards se sont croisés. Dans ses yeux, je pouvais lire l'attente et l'espoir. Je me suis surprise à hocher la tête. Oui, la prochaine fois, j'aimerais vraiment rester plus longtemps. Le repas était délicieux, la conversation agréable, j'avais oublié qui étaient mes interlocuteurs et j'avais l'impression d'être simplement face à des personnes. C'était naturel, comme si j'avais rencontré la famille d'un vieil ami. En sortant du restaurant, la mère a dit sérieusement, si l'occasion se présente, n'hésitez pas à revenir nous voir. Si vous vous faites des amis à Paris, vous aurez une raison de revenir. Après tout, ce ne serait pas une mauvaise idée de vous installer ici. J'adorerais vous avoir comme belle-fille, c'est dire à quel point je vous apprécie. En entendant ces mots, Étienne a ri doucement à côté de moi. Je n'ai rien pu répondre, mais mon expression a dû tout dire. Un mélange étrange de gêne et de joie. Le repas terminé, le trajet pour me raccompagner près de ma base a été silencieux. Il n'y avait pas de mots dans la voiture, chacun semblant sonder l'autre. La voiture s'est arrêtée devant la porte d'entrée de la base. C'est alors qu'Étienne a dit, c'était un peu soudain aujourd'hui, n'est-ce pas, mes parents qui disent tout ça, mais j'ai vraiment apprécié d'être avec toi. Et j'ai envie d'en savoir plus, de passer plus de temps avec toi. La voix d'Étienne était empreinte de sincérité. Ce n'était pas une simple déclaration de sympathie, mais l'expression d'un sentiment profond. Je me suis tournée pour le regarder. Dans les yeux d'Étienne, il y avait un mélange d'attente et d'anxiété, comme si ma réponse allait tout décider. La réponse n'a pas été longue, moi aussi. Je ne veux pas laisser passer ce que je ressens en ce moment. Alors, essayons de nous voir, j'aimerais que ce soit le début de quelque chose. Au moment où j'ai prononcé ces mots, tout est devenu clair. Ce n'était pas une simple rencontre professionnelle, mais le début d'un lien vraiment important. Il a hoché la tête. Sans mots, il a souri et ce sourire a illuminé mon cœur. Avant que j'ouvre la portière pour descendre, il a ajouté doucement « La prochaine fois que tu viendras, ne viens pas seul, viens avec moi ». Ces mots sont restés gravés dans mon cœur. Ce n'était pas une simple invitation, mais cela sonnait comme une proposition de partager une vie future. Il m'a serré la main un court instant et sa chaleur est restée longtemps. Un contact bref, mais dont la signification a duré. C'était la première fois qu'un moment n'avait pas besoin d'être expliqué par des sentiments. Le regard d'Étienne, mon sourire, tout disait tout, c'était un moment spécial. En entrant dans la base, je n'arrêtais pas de me retourner. Étienne était toujours là, debout, à me regarder. Son image s'est gravée profondément dans mon cœur. Cette nuit-là, en faisant mes bagages, je ne pensais qu'à Étienne. De notre première rencontre à aujourd'hui, chaque instant avait été spécial. Et l'idée que ce n'était pas la fin, mais le début me faisait frémir. Demain, je rentrerai dans les Alpes, mais une partie de mon cœur resterait ici. Et j'avais la certitude que je reviendrais très bientôt. De retour en Savoie, j'ai rédigé mon rapport comme prévu, tir réel, réaction de l'équipement, adaptation à l'environnement, efficacité opérationnelle. Il y avait beaucoup de choses à organiser, mais ma décision était déjà prise. Cet équipement ne doit pas être jugé sur son potentiel, mais sur l'expérience qui le prouve, ai-je écrit dans mon rapport. J'ai évalué qu'il fonctionnait de manière stable, même dans un environnement dépassant les 20 Grécel, que sa précision était maintenue même en tir en rafale, et que sa mobilité et sa facilité d'utilisation étaient excellentes.
En réalité, mon seul avis ne changerait pas l'orientation générale. La décision serait prise par la hiérarchie et l'examen se ferait à plusieurs niveaux. Mais au moins, j'en avais la conviction. Cet équipement était une arme déjà amplement éprouvée. J'avais entendu dire que lors d'un exercice en conditions de grand froid en Finlande, un obusier autopropulsé nord-européen était tombé en panne, mais que le SAC-NG avait pu accomplir sa mission de bombardement jusqu'au bout, même à cette température. Et il y avait aussi des rapports indiquant qu'il n'avait connu aucune panne lors de tirs réels dans des conditions désertiques au Moyen-Orient, malgré la chaleur et le sable. Le fait qu'il s'agisse d'un équipement déjà éprouvé en entraînement réel était évident, non seulement à travers les données, mais aussi par l'expérience d'utilisation d'autres pays. Précision, automatisation, mobilité. Les pays qui l'avaient déjà déployé n'avaient pas seulement regardé la technologie, mais aussi la fiabilité. Je n'avais donc aucune raison d'hésiter dans mon jugement. Quelques jours après avoir soumis mon rapport, mon père est venu me voir. « Amélie, j'ai lu ton rapport. On sent vraiment ta conviction. » « Oui, papa, je l'ai vérifié de mes propres yeux. Cet équipement est vraiment fiable. » Mon père m'a regardé un moment, puis a dit « Il n'y a pas que l'équipement qui t'a marqué, on dirait… » J'ai été un peu décontenancée, mais j'ai répondu honnêtement « Oui. » La France, les gens là-bas et surtout un homme nommé Étienne Moreau m'ont vraiment marqué. Le regard de mon père s'est adouci, c'est pour ça que tu as l'air différente. Plus sûre de toi, plus passionnée. Quelques semaines plus tard, la décision d'acquisition a été prise, adoption officielle du SAC-NG, contrat de livraison sur le long terme. En apprenant la nouvelle, j'ai immédiatement contacté Étienne. En appel vidéo, il souriait de la même manière à travers l'écran. Félicitations. Alors, nous allons pouvoir nous voir souvent maintenant. Dès que le calendrier de livraison commencera, je viendrai tout de suite chez vous. Ces mots ont fait battre mon cœur. La joie de pouvoir revoir Étienne m'a envahi. Vraiment, quand pourras-tu venir ? Dans environ 2 mois, je pense, le support technique accompagnera la première livraison d'équipement. 2 mois semblaient longs, mais c'était une attente qui en valait la peine. Nos appels sont devenus plus fréquents. Nous parlions du rapport, du champ de tir et même de la météo. Le quotidien est devenu le sujet de nos conversations et nous attendions en comptant les jours jusqu'à notre prochaine rencontre. La première livraison était prévue 2 mois plus tard. Étienne est venu en personne en Savoie avec l'équipe technique en même temps que le transport du premier équipement. Quand nous nous sommes revus à l'aéroport, la sensation était étrange. Il ne semblait pas venir de si loin. C'était naturel, comme si nous nous étions vus la veille. En me voyant, le visage d'Étienne s'est illuminé. « Amélie, tu m'as vraiment manqué. » Ces mots étaient si sincères que j'ai éclaté de rire. Toi aussi. J'ai attendu chaque jour. Étienne devait rester 3 jours et nous avons décidé de passer le plus de temps possible ensemble. Le jour, le travail, le soir, je voulais lui faire découvrir ma ville. Pendant ce temps, j'ai parlé d'Étienne à mon père. Au début, il disait qu'il fallait d'abord le rencontrer avant de juger quoi que ce soit, qu'il fallait être prudent dans ce genre de choses et ne pas laisser les sentiments interférer avec une coopération industrielle. Mais le jour où ils se sont rencontrés, l'expression de mon père a changé. Lors d'un dîner, Étienne a expliqué calmement les caractéristiques de l'équipement et pourquoi il voulait assumer la responsabilité de cette technologie. Il a parlé avec sincérité de l'histoire et de la situation sécuritaire de la France et de l'importance de la défense autonome dans ce contexte. Après avoir tout écouté, mon père a hoché la tête. Un homme authentique, on le reconnaît sans qu'il ait besoin de parler. Je l'ai senti aujourd'hui. Depuis ce jour, Étienne a officiellement postulé pour un poste au sein du bureau de coopération de défense de Nexter en région alpine. Il a dit qu'un détachement de longue durée était possible et il apprend la langue. Au début, on se moquait de sa prononciation, mais maintenant, il est assez à l'aise. Récemment, nous passons nos week-ends ensemble, promenade au bord d'un lac au nord de la ville, café près du musée. Parfois, nous prenons le tramway pour aller dans une petite galerie d'art. Étienne suit tout cela avec un plaisir tranquille. Et je sens que le temps passé avec cet homme qui comprend tout sans que j'ai besoin d'expliquer devient de plus en plus confortable et chaleureux. Un jour, Étienne a demandé doucement « Amélie, qu'est-ce qu'on va devenir ?» J'ai répondu sans hésiter « Tout ira bien. Ce n'est que le début. » Étienne a souri et m'a pris la main. « As-tu l'intention de revenir à Paris, cette fois pour plus longtemps ?» À ces mots, j'ai répondu en souriant « Bien sûr, mais cette fois… » avec un autre type de visa qu'un visa de touriste. Les yeux d'Étienne se sont illuminés. Il semblait avoir compris exactement ce que je voulais dire. Maintenant, c'est le début.
Je pense que avec cet homme, je pourrais continuer à vérifier que même si les pays sont différents, même si les langues sont différentes, le temps que nous avons vécu n'est pas différent. Chaque soir, en appel vidéo avec Étienne, je suis remplie de gratitude. Notre histoire ne fait que commencer. Et je suis pleine d'attente et d'excitation à l'idée de voir vers quel beau voyage ce début nous mènera. Nous nous sommes mariés 2 fois. Une fois à Paris, une fois dans les Alpes. Les 2 familles étaient présentes et bien qu'il y ait eu beaucoup d'invités, l'atmosphère était calme. Exactement comme nous le souhaitions, un lieu sans bruit, organisé et chaleureux. Le mariage à Paris a eu lieu dans un espace verdoyant et intime. Sous un pavillon, des guirlandes de fleurs étaient suspendues et la lumière du soleil filtrait doucement à travers les vieux arbres. La mère d'Étienne m'a serré la main, incapable de retenir ses larmes. Notre Étienne va enfin être heureux. En entendant ces mots, mon cœur s'est serré. Le mariage dans les Alpes a eu lieu dans une petite chapelle près d'un lac. Il avait beaucoup neigé ce jour-là et il y avait encore de la neige au sol, mais c'était au contraire agréable. Étienne a insisté pour porter un costume qui rappelait les tenues traditionnelles de la région. En le voyant, les larmes sont montées aux yeux. Je sentais à quel point il respectait mon pays et ma culture et son geste m'a profondément touchée. Pendant la cérémonie, Étienne a lu ses vœux en français qu'il avait préparés. Sa prononciation a été maladroite, mais sa sincérité était poignante. Amélie, depuis le jour où je t'ai rencontrée, je savais que tu étais la personne qui allait changer le cours de ma vie. Langue différente, pays différent, mais nous vivrons avec le même cœur. Pour toujours à tes côtés. En entendant ces mots, j'ai eu une fois de plus la certitude que cet homme était mon destin, que même si nos pays, nos langues, nos cultures étaient différents, nos cœurs étaient les mêmes. Après le mariage, mon père dit toujours la même chose en riant aux gens. Au départ, j'ai demandé à ma fille un rapport sur le SACNG et elle m'a ramené un gendre. Mais ce gendre, c'est le rapport le plus précis que j'ai jamais eu. Bienvenue, vraiment bienvenue. Ce qui était au début une boutade est devenu presque une salutation. Tous ceux qui l'entendent riant et nous nous contentons de baisser la tête en silence en écoutant. Ce n'est pas désagréable. Je sais que tous ces sentiments sont contenus dans ces mots. Après notre mariage, Étienne a été officiellement affecté en tant que responsable de la coopération technique de Nexter en Savoie. Son travail consiste à assurer la maintenance locale et le support technique du SACNG, mais en réalité, il sert de liaison pour diverses coopérations de défense entre les 2 régions. Parfois, Étienne me dit en plaisantant, c'est grâce au SACNG que ma vie a pris un tournant. Je ne peux pas ne pas aimer cet équipement. Je continue ma carrière militaire et participe maintenant à des programmes de coopération entre différentes unités de l'armée française. Dans cet espace où les expériences et les technologies des 2 mondes se partagent, je me sens toujours fière de représenter les 2 facettes de cette coopération. Je suis maintenant enceinte et j'ai un peu levé le pied sur les missions de terrain, mais je compte bien reprendre bientôt. En ce moment, nous décorons la chambre du bébé avec Étienne. Notre maison dans la banlieue d'Annecy est petite mais chaleureuse. Par la fenêtre, on voit la forêt et le lac, et à l'intérieur, des objets ramenés de ces voyages sont disposés. Des petits souvenirs de ces régions natales et mes objets en bois préférés des Alpes cohabitent dans cet espace. La chambre du bébé a été peinte en vert d'eau. Nous ne connaissons pas le sexe, mais comme Étienne a dit qu'il souhaitait que cet enfant aime à la fois la mer et la montagne, nous avons choisi une couleur intermédiaire. Au mur, nous avons accroché des illustrations inspirées des contes français et des légendes alpines. Nous souhaitons que cet enfant grandisse en écoutant les histoires de 2 cultures. Chaque soir, Étienne pose son oreille sur mon ventre et lui parle en français. Il raconte à notre enfant pas encore né les histoires de France, les histoires de sa région natale et comment nous nous sommes rencontrés. En le regardant, je suis souvent émue. Je me dis que cet enfant a vraiment de la chance de rencontrer un père aussi chaleureux. L'espace où je vivais en état d'alerte permanent s'est transformé en un lieu où quelqu'un m'attend, où l'on entend des rires feutrés. Au début, je n'étais pas habituée à ce changement, mais maintenant, cette chaleur fait partie de ma vie. Mon père, en regardant les échographies, déjà aussi heureux que s'il tenait son petit enfant dans ses bras. Double joie, l'équipement arrive et le petit enfant aussi. De toute ma vie, je n'ai jamais connu une bataille aussi paisible, a-t-il dit. Tout le monde a ri à ces mots, mais je n'ai pas manqué de voir les larmes dans les yeux de mon père. L'image de ce père militaire, toujours dur et fort, m'a semblé très précieuse. Je ne sais pas à quel point mon père a répandu la rumeur, mais les filles de ses connaissances parlent toutes d'aller en mission à Paris. Autour de moi aussi, mes amis qui ont entendu notre histoire cherchent toutes les occasions de partir en mission professionnelle là-bas. L'une de mes amies, Martha, m'a dit en plaisantant « Amélie, présente-moi un Français ». Et Étienne a répondu sérieusement « J'ai quelques bons amis, je peux te les présenter », ce qui nous a tous fait rire.
Mais face à la proposition sérieuse d'Étienne, Martha a dit qu'elle y réfléchirait sérieusement. Chaque matin, en me réveillant et en voyant Étienne à côté de moi, je me demande si ce n'est pas un rêve. Dans l'obscurité de l'hiver savoyard, alors que la fenêtre est encore noire, sentir sa chaleur à côté de moi, ce moment est un pur bonheur. Parfois, quand la cuisine française lui manque, c'est moi qui cuisine. Sa mère m'a appris des recettes. Et même si ce n'est pas parfait au début, Étienne dit toujours « c'est le goût de ma mère » et mange avec un air heureux. Ces jours-là, j'ai encore plus envie d'apprendre la cuisine française. Étienne étudie assidûment le français. Il peut maintenant tenir des conversations de base. Quand je le vois parler français en faisant les courses au supermarché, mon cœur se serre. Je sens à quel point l'effort qu'il fait pour apprendre la langue de mon pays est une grande preuve d'amour. Moi aussi, j'apprends des expressions de sa région. Chaque fois que je téléphone à ses parents, nous échangeons quelques mots dans leur dialecte qui progresse peu à peu. Sa mère se réjouit toujours. Notre belle-fille parle de mieux en mieux le patois. En entendant ces mots, je me dis que je dois étudier encore plus sérieusement. Chez nous, il y a 2 calendriers, un calendrier français et un calendrier des fêtes régionales. Nous y avons noté tous les jours fériés et les anniversaires des 2 familles. Pour les fêtes nationales, nous appelons ses parents en vidéo. Et pour Noël, en Savoie, nous le passons avec ma famille. Nous nous efforçons de respecter les fêtes et les traditions des 2 cultures. En Savoie, où les saisons sont si marquées, Étienne fait de nouvelles découvertes à chaque saison. La douce lumière du printemps, les nuits blanches de l'été, les couleurs flamboyantes de l'automne et la profonde obscurité de l'hiver. Il immortalise chaque instant avec son appareil photo et l'envoie à sa famille en France. C'est le paysage que notre enfant verra, dit-il. Je pense encore parfois que tout a commencé en hiver, que ce qui a commencé le jour le plus froid se poursuit de manière si chaleureuse. Je pense que ce n'est pas une coïncidence. Étienne a dit nous nous sommes rencontrés un jour de grand froid, peut être pour que nous puissions nous réchauffer mutuellement. J'ai hoché la tête à ces mots, oui. Nous avions besoin de la chaleur de l'autre. Ce soir encore, je m'endormirai dans les bras d'Étienne, en sentant notre enfant bouger doucement dans mon ventre, en rêvant de notre avenir. 2 régions, 2 cultures, mais un seul amour. L'histoire de notre famille ne fait que commencer. Chacun suit son propre chemin, mais parfois ce chemin croise celui de quelqu'un d'autre et devient un voyage plus beau. Nous en sommes la preuve. Comme la France et la Savoie, ces 2 régions si lointaines et si proches, si cette histoire a laissé en vous un écho silencieux, n'hésitez pas à partager vos pensées en commentaire. Votre soutien est une grande force pour la suite. Merci de nous avoir accompagnés.